pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, Yassir Soukré, je suis votre représentant syndical au ministère. Donc, merci d'avoir répondu présent à cette rencontre d'information organisée par le SPGQ concernant le projet de loi 15 récemment sanctionné. Alors, pour nous en parler, aujourd'hui, nous accueillons Mme Manon Terrien, conseillère en organisation du travail, Mme Chantal Maltais, coordonnatrice du service de l'application des conventions collectives, et M. Martin Charron, conseiller à l'accréditation. Donc, avant de céder la parole, je tiens à rappeler quelques règles. Si vous avez des questions, nous vous invitons à les écrire sur le chat. Si elles sont plus pointues ou personnelles, je vous invite à écrire à la boîte du SPGQ qui nous est dédiée, que je vais vous partager sur le chat. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Martin. Bonjour tout le monde. Comme tantôt, je vous l'ai dit, là, pour ceux qui étaient déjà présents, je m'appelle Martin Charron, je suis conseiller à l'accréditation. Je travaillais avec Étienne là, déjà sur le dossier avant que le projet de loi soit adopté. Et maintenant, là, je travaille avec Manon et Chantal là, pour s'assurer que vos droits sont respectés et surtout là, que l'information vous est transmise au fur et à mesure qu'elle sort. Donc, on va commencer cette rencontre-là rapidement en vous disant, bon, vous le savez, là, pour tout le monde, le projet de loi a été adopté sous bâillon samedi dernier. Suite à ça, on avait convenu, on avait déjà commencé à préparer une rencontre là, parce qu'on le voyait venir avec vous pour vous donner les dernières, je dirais, les dernières mises à jour de l'information qu'on avait. Prochaine diapo. L'autre avant. Donc, les objectifs de cette rencontre-là, c'est d'abord vous informer et aussi de vous accompagner pour que, justement, ce choix-là que vous allez devoir faire éventuellement, c'est pas tout le monde, là, on le sait, soit le plus éclairé possible. Donc, c'est l'objectif de cette rencontre-là, principalement. Prochaine diapo. Alors, on a voulu faire quelques rappels là, au niveau de la loi. Donc, la loi essentiellement fusionne les établissements de santé et de services sociaux pour en faire un employeur unique. Le ministre a fait une modification. Là. Auparavant, il y avait 4 catégories d'emplois qui existaient là, au niveau du service de santé, au niveau des hôpitaux. Il y avait la catégorie 1 qui était principalement les infirmières, inhalothérapeutes, percussionnistes. Il y avait la catégorie 2 qui était les employés de soutien et le personnel, les préposés aux bénéficiaires, brancardistes. Vous aviez la catégorie 3 qui est peut-être la catégorie qui nous intéresse le plus. Qui était au niveau plus administratif. Et il y avait la catégorie 4, qui était essentiellement là, des professionnels de la santé. Vous aviez les psychologues, vous aviez les gens de technologie médicale. Pour les employés qui vont être transférés, ce sont les conditions de travail du réseau de la santé qui vont s'appliquer. Mais vous allez voir un petit peu plus loin, là, il y a quand même des nuances là, par rapport à ça. Là. Vous allez comprendre là, par la suite. Deuxième des choses, nos membres intégreraient principalement la catégorie 4 et 5, parce que là, il faut vous expliquer, l'ancienne catégorie 3 est devenue la catégorie 4, puisqu'ils ont fait éclater la catégorie 3 en deux, la catégorie 2 en deux, c'est-à-dire. Et la catégorie 5, là, pour ce qui est de l'Institut Philippe Pinel, là, parce qu'on a aussi des gens à l'Institut Philippe Pinel. Donc, le M3S, principalement dans la catégorie 4. Pour ce qui est de Louis-Philippe Pinel, ça sera la catégorie 5. Il reste encore des choses à valider là-dedans, là, parce que vous allez voir aussi, on est incapable de déterminer qui va être transféré au moment où je vous parle. Prochaine étape. Donc, l'historique de nos démarches, rapidement, là, on a eu des consultations, des rencontres avec vous en amont du projet. Il y a eu un dépôt de projet de loi qui a été fait en mars 2023. Donc, on a voulu coordonner différents éléments là, donc, pour vous informer là, des avancées du PL15. Il y a eu aussi des échanges avec le cabinet du ministre sur de possibles demandes d'amendement. Et donc, vous avez l'ensemble des grandes choses qui ont été faites là, pour la coordination du PL15 qui a été faite par la SPGQ. Il y a aussi le 4 mai le dépôt d'un mémoire qui avait été rédigé par la SPGQ à l'Assemblée nationale. Essentiellement, le mémoire demandait deux choses.
la création d'une 5e catégorie là, pour les employés professionnels qui pourraient être transférés là-bas. Je vous annonce qu'on ne l'a pas eu. Et également, s'assurer que du maintien je dirais, de la vocation particulière de Louis-Philippe Pinel. Donc, après ça, donc, on a eu une audition là, du mémoire à l'Assemblée nationale. Donc, on s'est présenté à la commission parlementaire suite au dépôt. On a eu plusieurs correspondances avec le cabinet du ministre et les partis politiques, différentes politiques. On a aussi, parallèlement à ça, travaillé en intersyndical avec nos partenaires, nos collègues des autres centrales syndicales. Donc, vous avez là aussi la liste des dates. Là. Je passe ça quand même assez rapidement parce que cette information-là vous a déjà été transmise pour plusieurs, mais je veux m'assurer que tout le monde soit au même diapason là, concernant ça. Prochaine acétate. Donc, pour la suite. Donc là, dans le crunch avant l'adoption du projet de loi, le 28 octobre, il y a eu une rencontre là, des présidents APTS, CSN, CSQ, FIC, FTQ et nous autres pour préparer un dernier blitz là, de lobbying auprès du cabinet du ministre. Le 6 novembre, il y a eu une rencontre de la délégation sur la mobilisation et la mise en place d'outils. Donc, vos délégués principalement ont été rencontrés pour dire on a besoin d'aide de vous, on a besoin que vous soyez partie prenante de ça. Le 14 novembre, il y a eu une lettre commune qui a été adressée au ministre pour solliciter une rencontre. Le 24 novembre, on a eu finalement une rencontre avec le ministre où il nous annonce que de 4 catégories d'emploi dans le réseau de la santé, on passait de 4 à 6. Je vous annonce tout de suite que mes collègues des centrales syndicales, s'y attendaient pas, ils ont pris ça assez durement. Là. Puis vous allez comprendre pourquoi. Là, puis ça crée un gros travail de mobilisation, mais aussi un travail qui est un peu inefficace, là, mais qu'on doit convaincre les gens de garder leurs unités d'accréditation. Alors, les autres centrales syndicales vont s'atteler à la tâche là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, vous seriez aussi amalgamé avec une des catégories. C'est l'ancienne catégorie 3 qui est rendue la catégorie 4. C'est la seule qui n'a pas bougé dans le projet de loi du ministre. Donc, on a fait par la suite un point de presse à l'Assemblée nationale avec l'ensemble des partis d'opposition et d'autres groupes sociaux là, à l'Assemblée nationale. On a eu la chance d'interpeller directement M. André Fortin du Parti libéral, où M. Fortin nous a annoncé tout de go que le ministre disait que nos chiffres n'étaient pas vrais, puis que ce qu'on avait dit n'était pas vrai en commission parlementaire. Donc, on s'est assuré, on s'est attaché avec des gens du Parti libéral de leur transmettre l'information pour qu'ils puissent questionner le ministre, chose qu'ils ont fait. On en est arrivé à la conclusion, et même je pense qu'il y a un journaliste qui avait fait cette conclusion-là, là, qui laissait se présumer que André Fortin connaissait mieux le projet de loi 15 que le ministre lui-même. Ça vous donne une idée. 6 décembre, il y a un ultime appel qui a été fait au ministre par les 6 centrales afin de retirer le processus de fusion des unités d'accréditation. Juste pour vous donner une idée, là, il y a 300 000 personnes qui vont être attachées à Santé Québec. Dans l'état actuel des choses, ces 300 000-là vont devoir, à quelque part, d'ici un an, choisir leur centrale syndicale. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, là, mais un processus de fusion d'unités d'accréditation comme ça pour 300 000 personnes dans 6 syndicats différents, parce que c'est ça le résultat de tout ça, c'est beaucoup de gymnastique, c'est beaucoup de travail, autant pour le ministère que pour les centrales syndicales. Alors, les centrales syndicales cherchent à faire du lobbying auprès du ministre pour revoir ce qui a été mis dans le projet de loi. Et le ministre a, à mot couvert, laissé une porte ouverte par rapport à tout ça. Prochaine diapo. Vous voyez que je suis vieux, je parle d'acétate. Donc, l'historique de nos actions. Donc, le 9 décembre, adoption de la loi sous le bâillon. Depuis, et même avant, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a mis en place une page d'information dédiée sur le site du SPJQ afin de vous permettre d'assurer une mise à jour de l'information. Donc, cette page-là, elle existe sur le site, quand vous allez le voir, quand vous allez sur le site du SPJQ. Chaque fois qu'il y a des communications, chaque fois qu'il y a de l'information qui peut être transmise, c'est déposé sur cette page dédiée-là.
On a également rencontré nos collègues, nos homologues du SFPQ pour coordonner des actions communes. Il faut comprendre que le SFPQ est beaucoup moins touché que le SPGQ dans les transferts possibles du ministère vers Santé Québec. Eux non plus n'ont pas plus d'informations que nous, sont incapables de déterminer qui pourrait l'être, mais on a décidé de mettre en commun là, nos intérêts communs. Demande afin de mettre en place rapidement un comité de travail, ça c'est les 6 centrales, avec le cabinet avec l'objectif de minimiser l'impact des travailleurs des fusions d'accréditation. Donc, comme je vous dis, compte tenu que le ministre nous avait donné une espèce d'horizon potentiel de plusieurs mois de discussion potentielle, on a décidé d'être proactif puis d'envoyer une demande rapide là, pour que ça soit fait. Ça a été fait cette semaine. On a une couverture médiatique de l'intervention publique du président du SPGQ suite à l'adoption du bâillon. Pour une fois, le SPGQ est à l'avant-plan, compte tenu que nous serons les premiers à subir les affres de ce nouveau mammouth. Rencontre du sous-ministre et des présidents de syndicats de la fonction publique, ça a été fait cette semaine, en fait, ça a été fait lundi par le sous-ministre Paré. Donc, il y a eu une rencontre, présentation. On reste toujours dans le flou. Je vous dis, l'information, elle est livrée au compte-gouttes. Mais il reste quand même là, qu'on a eu un peu un horizon. Rencontre en CMRP où le SPGQ a fait plusieurs demandes d'information et a fait sa collaboration. En fait, je vous explique. En rencontre de CMRP, on nous a annoncé certains éléments qui pouvaient être intéressants. En l'occurrence, on nous a dit qu'il y aurait 3 phases. Le sous-ministre l'avait déjà annoncé au président. 3 phases de transfert pour ce qui est des employés du M3S. Une en avril, une en juin et une en septembre. La masse critique va transférer principalement en juin. Alors, on a demandé si on était capable d'identifier des gens déjà. Là, pour l'instant, ils nous répondent pas oui, ils nous répondent pas non. Ils nous disent qu'il y a déjà des tâches qui sont identifiées, qui vont être transférées à Santé Québec. On n'est pas capable de déterminer si c'est des tâches ou des postes pour l'heure. Alors, on est toujours en attente de réponse par rapport à ça. On a demandé aux ressources humaines de nous transmettre le plus rapidement possible ces informations-là. Et en fait, tout de suite après vous avoir rencontré, je rencontre des avocats qui ont été mandatés par le SPGQ pour établir puis évaluer les différentes options que le SPGQ pourrait avoir avec à la clé un avis juridique. Donc, à 1h30, moi, j'ai une rencontre avec les avocats de chez Bradette-Poudrier pour évaluer cette situation-là. Pour l'heure, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va en ressortir. On a des idées, on a partagé déjà des idées. Alors, on va être un peu plus à même de pouvoir voir là, les outils et les outils qu'on a là, pour, du moins, en tout cas, faire en sorte que le cabinet du ministre nous entende dans nos demandes. Prochaine acétate. Je suis vraiment vieux quand je parle d'acétate, hein? Désolé. Alors, les prochaines étapes de la réforme, si rien ne change. Mise en place d'un comité de transition, ça devrait être dans les prochaines semaines, au plus tard au début janvier. Structure administrative de Santé Québec devrait être fonctionnelle pour mars 2024. Comme le prévoit la convention collective, mise en place d'un comité paritaire afin d'assurer une transition en douceur. À partir d'avril, transfert des employés du M3S vers Santé Québec, avril, juin et septembre étant les mois prévus pour les transferts. Donc, après septembre, en théorie, tout aurait dû être fait. Fusion des établissements de santé et services sociaux à l'été 2024. Ce qu'ils vont faire, c'est que dans le fond, toutes les fusions, tous les établissements de santé vont finir par être sous la houppette de Santé Québec. Et par la suite, c'est fusion des accréditations à la fin 2024-2025. Ce qui est important à ce moment-ci, vous compreniez, c'est que tous les employés qui vont être transférés de Santé Québec en avril, en juin et en septembre, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas fusion des accréditations, vous gardez et votre syndicat qui est le SPGQ et vos conditions de travail, incluant votre salaire, au même titre que vous êtes actuellement jusqu'à la fusion des accréditations syndicales. À partir de la fusion des accréditations syndicales, une bonne partie des conditions de travail que vous avez, vous allez les maintenir. Là où ça joue, c'est au niveau des écarts salariales en différents postes.
Le SPGQ a établi dans plusieurs postes des écarts salariaux qui vont aller de 7 à 14 %. Ce qui va se passer si vous restez à Santé Québec à ce moment-là, c'est que vous allez tomber hors taux, hors échelle. Ce que ça veut dire hors taux, hors échelle, on va le voir plus tard. Vous allez comprendre la signification de tout ça. OK? Alors, c'est bien important parce que l'employeur actuellement vous parle toujours que vous allez garder vos conditions de travail. C'est vrai jusqu'à la fusion des accréditations syndicales. Et à partir de la fusion des accréditations syndicales, si vous restez à Santé Québec, ben là, il pourrait y avoir des différences salariales notables, ce qui va faire en sorte que vous tombez hors taux, hors échelle. Prochaine diapo. Ben non. Prochaine diapo. Merci. Donc, pour l'instant, il nous est impossible de déterminer qui sera déplacé. L'employeur ne nous a pas annoncé, on n'a pas les tâches. En fait, bref, on n'a aucune information. Évidemment, on a des idées, mais on veut éviter la spéculation parce qu'on veut éviter de stresser, de donner une situation anxiogène dans des gens. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'informations, outre ce qui est public. Le ministre aurait annoncé que principalement, ça serait des gens de TI, mais ce n'est pas confirmé, ça. Hein? Puis le ministre disait pendant la commission parlementaire de 250 à 300, et ce que là, j'ai compris dans vos rencontres que vous avez eues avec le ministre et le sous-ministre, on parlait de 500 personnes. On est déjà passé du simple au double. Ça vous donne une idée, et ça, cette information-là ne nous a pas été transmise à nous, le syndicat. Le droit de retour dans la fonction publique vous est garanti à vie. Ça veut dire que même si vous êtes transféré, même si vous acceptez un transfert ou non, vous avez un droit de retour à vie dans la fonction publique. Seuls les employés permanents auront un droit de refus. Excusez une petite coquille. Auront un droit de refus, c'est-à-dire que seuls les employés permanents pourront refuser d'être transférés à Santé Québec. Pour ceux qui sont transférés, lorsque les fusions des accréditations seront effectives, certains corps d'emploi seront traités hors taux, hors échelle. C'est ce que je vous ai mentionné tantôt. Prochaine diapo. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, principalement, là, ce qu'on regarde, c'est que ça va être les corps d'emploi 105 et 108 là, qui vont être transférés. Vous avez un exemple là, ici. On a pris un exemple de quelqu'un qui, normalement, a un salaire de 80 000 par année. Alors, ce qui va se passer, c'est que au lieu d'avoir, normalement, si vous auriez un 2 % d'augmentation, vous auriez 81 600 à la fin de l'année. Avec leur taux hors échelle, vous auriez 80 800 plus un forfaitaire de 800 $. Okay? Puis, par la suite, pour les années subséquentes, ça serait le même principe de base qui s'appliquerait. Okay? Donc, vous voyez rapidement qu'il y a une différence notable qui s'inscrit entre quelqu'un qui a la pleine augmentation et quelqu'un qui est situé hors taux hors échelle. Et ça va se produire tant pour aussi longtemps que le salaire que vous gagnez n'aura pas atteint le maximum de l'échelon dans lequel vous seriez. Ce qui veut dire que votre progression salariale, ne perdrez pas de salaire. Il n'y a pas personne qui va dire, OK, vous gagnez, là, je vais vous donner un autre exemple, 90 000 demain, puis vous allez en gagner 85 le surlendemain. Ce n'est pas comme ça fonctionne. Mais c'est votre progression salariale qui va être amoindrie et ça a aussi un effet, inévitablement, sur votre retraite et votre prestation de retraite. Vous êtes capable de le comprendre. Donc, sur un salaire carrière, ça a aussi un effet et un impact quand même assez important. OK? Donc, ça, c'est un exemple. Évidemment, en fonction de ceux qui ont du 7 ou du 14 bien, ça peut prendre plus de temps. Je sais que des gens qui travaillent avec vous présentement vivent déjà les affres du hors taux hors échelle. Ceux qui étaient à la SOGIC ont vécu ça. Je vois Marie-Josée qui hoche la tête. Alors, donc, c'est une situation qui est particulière. C'est une situation qui est évidemment non souhaitable pour les employés professionnels. Pour l'heure, je suis obligé de vous donner l'information. S'il n'y a rien qui bouge, c'est ça qui va se passer. Maintenant, on travaille pour que les choses bougent. Alors, c'est pour ça qu'on vous donne aussi l'information. Prochaine diapo. Vos recours.
Donc, vous avez le processus de mise en disponibilité. L'employeur transmet dans les 60 jours avant la date prévue de mise en disponibilité un avis à la personne salariée en ce sens. Donc, vous avez le numéro de l'article. L'employé qui refuse d'être transféré doit informer l'employeur dans les 30 jours suivant l'avis CO, et ce par courrier recommandé. L'employeur affecte l'employé dans un emploi vacant ou occupé par un emploi temporaire dans sa classe d'emploi ou dans un autre. À l'expiration de la période de 60 jours, si l'employé n'est pas affecté ou muté, il doit collaborer à toute mesure pour son remplacement ou son utilisation provisoire. Au cours et après la période de stabilité d'emploi, l'employeur peut utiliser provisoirement la personne salariée dans la fonction publique ou à l'extérieur de la fonction publique. Donc, la formation d'un comité sur l'application de la mise en disponibilité du transfert est prévue. C'est ce que je vous parlais du comité tantôt. Okay? Donc, ça, c'est ce que vous allez avoir droit si vous allez avoir des mises en disponibilité. Il faut comprendre aussi que les mises en disponibilité devraient vous arriver, pour ceux que ça concerne, au début de janvier. Ce qu'on nous a transmis comme information, parce qu'ils veulent s'assurer, pour ceux qui vont être transférés pour le mois d'avril, d'avoir le 60 jours. Est-ce qu'ils vont arriver le 1er ou le 2 ou le 3? Je ne peux pas vous dire. Mais normalement, le transfert ou l'avis de transfert ou de mise en disponibilité, excusez-moi, devrait se faire à quelque part au mois de janvier. Il faut comprendre aussi que l'employeur nous a annoncé qu'il voulait faire des rencontres d'équipe ou des rencontres en plus grand groupe et qu'il voulait également faire des rencontres individuelles pour les gens qui seraient transférés. Nous avons demandé expressément qu'on puisse vous accompagner là-dedans. Donc, il y a un représentant du syndicat qui soit là au moment où ils vont faire les annonces pour bien vous accompagner, puis être sûr aussi qu'on vous transmette la bonne information. Comme je vous dis, souvent, l'employeur a tendance à dire on garantit. On ne m'a pas répondu, j'ai vu un pouce dans les airs, je vois des pouces dans les airs, là, mais juste vous dire une chose, l'employeur ne nous a pas dit oui à ça pour l'instant, mais on a offert notre collaboration et notre objectif est de mettre la pression sur l'employeur là-dessus, parce que l'objectif est de vous accompagner et de vous assurer. Vous payez une cotisation syndicale, hein, le mot SPGQ sur votre chèque de paye, là, ça paye des gens comme moi, comme Manon, comme Chantal. On est là pour vous aider, on est là pour vous accompagner là-dedans, puis on ne vous lâchera pas. C'est ça l'objectif aussi de vous transmettre comme information. Puis on veut s'assurer que l'information que vous allez avoir va être la plus précise possible et la mieux comprise possible. Prochaine diapo. Donc, les prochaines étapes. Je vous en ai parlé un peu rapidement. Identification des tâches et des gens transférés par l'employeur. Un coup cette étape franchie, l'employeur souhaite faire des rencontres de groupe. Je viens de vous en parler également, je ne me répéterai pas. Transfert en 3 vagues aussi, ça aussi. Redéfinition du ministère et consolidation de ce dernier. Ce qu'on nous a expliqué aussi, c'est qu'un coup que Santé Québec va avoir été formé, il va avoir une redéfinition du ministère, de son rôle, de ses mandats et une consolidation de ce dernier. Ce qu'on comprend également, à l'heure actuelle, quand on parle de 500 personnes qui seraient transférées, c'est à peu près plus ou moins la moitié des fonctionnaires, un petit peu moins que la moitié des fonctionnaires professionnels du ministère qui seraient transférés à Santé Québec. Prochaine diapo. C'est à ce moment-ci que je transmets, j'inviterai Alexandra à vous parler un peu là, des prochaines étapes de mobilisation. C'est elle qui va être derrière, qui va nous aider. Alex? Merci, Martin. En fait, excusez-moi, un petit début de COVID. L'objectif aujourd'hui avec vous, c'est vraiment de vous dire qu'en fait, on a besoin de vous. L'équipe de la délégation n'est pas complète. Vous le savez, vous nous entendez. Je pense que vous le voyez dans chacun dans vos unités. On essaie de vous tenir informés le plus possible, mais sachez qu'on a besoin de renforts. Le PL15 et les négos, on est dans un contexte assez particulier. J'en profiterai en fait pour vous dire un peu c'est quoi être délégué parce que je pense que ça fait peur. J'ai parlé avec certaines personnes puis c'est le sentiment que j'ai reçu. Sachez qu'on respecte vraiment l'engagement et la disponibilité de chacun. Donc, c'est pas tout le monde qui s'implique au même niveau. On comprend qu'on a tous une charge de travail, une vie personnelle. Fait que j'aimerais vous rassurer déjà en partant si jamais ça vous tente de venir vous joindre à nous.
n'y a pas besoin d'avoir une expertise. On est vraiment en processus d'apprentissage. Sachez qu'on travaille beaucoup en équipe, la délégation, on s'entraide. Je pense que c'est ce qui fait aussi la force de notre équipe. Puis, on a aussi le central qui est avec nous puis qui nous aide beaucoup. Là. Puis, j'en profiterai d'ailleurs pour dire merci là, à Martin, Manon, puis à Chantal, qui nous soutiennent énormément là, dans le contexte du PL15. Fait que ça, c'était ma petite parenthèse. Là. Sachez qu'on a besoin d'aide. C'est vraiment aussi ce qu'on a besoin, c'est de partager l'information. On est dans nos unités, mais on n'est pas nécessairement, on n'est plus en présentiel, hein, fait qu'on a moins la possibilité de partager les messages comme on voudrait le faire. J'ajouterais aussi que en ce moment-là, une bonne manière de nous aider, c'est de poser vos questions. Autant de les poser à la délégation, posez-les à vos gestionnaires aussi. Je le dirai jamais assez, plus les questions montent en haut, puis les mêmes questions montent en haut, plus ils vont les prendre en considération dans leur planification. Du moins, on essaye, c'est ça pourquoi on pousse, puis on pousse de toutes les bords pour être entendu, pour que vous soyez entendus. Donc voilà pour ça. Puis sinon, ben, ce que j'ai à vous dire, c'est que dans les actions, ce que vous pouvez faire, les fonds d'écran, je sais que c'est un geste qui est symbolique, mais sachez qu'à chaque fois que vous êtes en rencontre et que vos gestionnaires voient dans l'écran le nombre de fonds d'écran avec les cœurs bleus, ça envoie un message. Quand vous avez votre étiquette dans vos signatures, c'est un autre message que ça envoie. Les chaînes de courriel, on les voit passer. Moi, je les vois passer dans mon dossier, puis je suis capable de voir toutes les personnes qui ont mis leur signature. Ça me fait toujours plaisir d'ailleurs de le voir. Puis sinon, mais je vous invite à faire circuler l'information. Je sais qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup, justement, on a soif d'informations. Nous aussi, on aimerait avoir plus de détails, mais de vous concentrer sur l'information factuelle dès que vous en avez. Invitez vos collègues à aller la consulter. Ça vient calmer aussi peut-être un peu l'anxiété. Puis pour les moments où justement l'anxiété est peut-être un peu plus grande, mais tournez-vous vers vos délégués, on est là pour ça. Sur la manette, tu prends Fait que Martin, moi, je te repasserai le micro. Prochaine acétate, s'il vous plaît. Alors, ceci complétait, je ne me souviens plus s'il m'a. Vous allez comprendre que je n'avais pas la présentation par cœur. Je ne me souviens plus s'il y avait un autre diapositive. Écoutez, ceci compléterait la présentation. Pour les prochains